La course a commencé pour construire King Dakar, le grand 8 le plus haut et le plus rapide de la planète. Mais la date d'achèvement des travaux approchant, l'équipe se heurte à des problèmes qui risquent de faire dérailler cette méga structure digne du livre des records. Ce pari de plus de 21 millions d'euros sera-t-il un succès? Tandis que tous s'efforcent de bâtir ces montagnes russes hors du commun, une seule chose est sûre pour les ingénieurs, ils vont vraiment se retrouver sur la corde raide. Bienvenue en première ligne de la guerre des grands 8. Sur ce terrain encore vierge, une équipe d'ingénieurs de haut vol va s'efforcer de battre plusieurs records en construisant l'attraction ultime. Pour réussir, il leur faudra faire appel à une technologie de pointe pour ériger une montagne d'acier. Pour un parc d'attractions, c'est une question de réputation. En effet, malgré tous les autres frissons qu'il propose, un parc se distingue principalement par son grand 8. Ce sont ces monuments dédiés à la puissance et à la vitesse qui attirent les foules. Si tout se passe comme prévu, King Dakar devrait ouvrir au bout d'1 an de travaux. Ces mensurations donnent le vertige. Il culminera à une hauteur de 45 étages et on y accélérera de 0 à 206 km/h en 3 secondes et demie. C'est ce qui se rapproche le plus des sensations que ressent un pilote dont l'avion est catapulté du pont d'un porte-avions ou à bord d'un chasseur en piqué. Mais les concepteurs de King Dakar n'ont-ils pas eu la folie des grandeurs? La construction de ce grand 8, d'une espèce nouvelle, est un vrai casse-tête mécanique. Sera-t-il sûr? Vaut-il qu'on prenne des risques à hauteur de plus de 21 millions d'euros? Aux États-Unis, où la concurrence fait rage entre les parcs d'attractions, la réponse est oui, sans hésitation. Lorsque vous annoncez au grand public que le grand 8 le plus haut du monde est près de chez vous, même les gens qui ne s'intéressent ni au grand 8 ni au parc d'attractions vont le remarquer. Cela va piquer leur curiosité et ils voudront venir, ne serait-ce que pour le regarder. Au cours de la dernière décennie, la guerre des montagnes russes n'a fait que s'intensifier. Les méga-coasters de 61 mètres existent depuis des années. Mais au printemps 2000, le parc d'attractions de Cedar Point, dans l'Ohio, a fait monter les enchères en propulsant ses passagers à plus de 90 mètres d'altitude avec une puissance incroyable à bord du tout premier Giga Coaster. Les fous de vitesse avaient vécu un tournant historique en 1996 avec l'attraction Superman The Escape à Magic Mountain, en Californie, en franchissant la barre des 161 km/h. Jusqu'au milieu des années 90, tous les grands 8 reposaient sur un principe simple. Un câble tracteur hissait le train jusqu'en haut de la première bosse avant de le lâcher et de passer le relais à la gravité. Mais les rocket coasters comme King Dakar ont réécrit les lois de la physique des grands 8 en s'affranchissant du besoin de monter cette première bosse. Ils propulsent le train au départ, comme on le fait avec les avions de chasse depuis le pont d'un porte-avions. La navette, qui se trouve entre les rails, est mise en position et comprimée comme un ressort. Ensuite, le train vient s'y loger pour être armé comme le chien d'un pistolet. On appuie sur la détente et c'est parti. C'est simple? Pas tant que ça, surtout lorsque l'on veut dépasser la barre des 160 km/h et que cette tâche vous concerne. Mais on y reviendra plus tard. En 2003, un nouveau rocket coaster fait franchir une étape nouvelle à la technologie du catapultage et à la surprise générale, il pulvérise 2 records mondiaux. C'est le Top Thrill Dragster de Cedar Point dans l'Ohio. Grâce à sa hauteur vertigineuse de 128 mètres, il devient le premier stratocoaster et grâce à son accélération jusqu'à 192 km/h en 4 secondes environ, c'est l'engin à roues qui se rapproche le plus d'une Formule 1. Et voici King Dakar,
un grand 8 vertigineux qui devrait reléguer le Top Thrill Dragster au rang de Nabo. Mars 2004. Les spécialistes du parc Six Flags Great Adventure, dans le New Jersey, s'allient avec le fabricant suisse Intamin pour faire mieux que le Top Thrill Dragster et ils dévoilent le concept de King Dakar. Ils vont s'inspirer des plans du Top Thrill Dragster pour construire des montagnes russes encore plus grandes, plus rapides et plus impressionnantes. Sa puissance va être conséquente. Mais l'enjeu est beaucoup plus élevé que pour le Top Thrill Dragster. Reste à savoir jusqu'où ces hommes pourront repousser les limites de la technologie. Est-ce faisable? Et est-ce faisable en respectant les délais? D'autant que les financiers sont clairs. Pour que cet investissement soit rentable, le Grand 8 doit être opérationnel dès le début de la rentrée prochaine. En faisant appel à un des logiciels de conception les plus performants du marché, l'idée prend forme. Chaque mètre de plus et chaque kilomètre-heure gagné viennent alourdir la facture. Chaque modification de la géométrie des rails change les contraintes imposées au corps des passagers. Les formules de calcul des G doivent être refaites. Le plan subit des centaines de modifications de ce genre. Nous avons envisagé différentes hauteurs maximales, puis la possibilité d'inclure 2 bosses, mais finalement, on s'est contenté d'une seule. Au final, le circuit mesure 950 mètres et permet de faire le plein de frissons dans l'espace alloué par le parc à cette attraction. Son point d'orgue sera sa tour qui culminera à 139 mètres d'altitude, un peu moins haut que l'obélisque du Washington Monument, mais qui dépassera de 11 mètres le Grand 8, détenteur du record d'altitude. Les concepteurs peuvent même découvrir le circuit du point de vue des passagers. On commence par le lancement, où on passe de 0 à 206 km/h en 3 secondes et demie. Et vous vous retrouvez en haut de la tour avant d'avoir eu le temps de dire « Laissez-moi descendre ». En arrivant en haut, vous allez ralentir pour profiter du paysage avant de plonger vers le sol. Il est à peu près impossible de décrire les sensations que ça procure à quelqu'un qui n'est jamais monté à bord d'un avion de chasse. Même la moto ne souffre pas la comparaison. Ça va vous clouer dans votre siège. Vous n'aurez encore jamais rien ressenti de pareil. La construction de King Dakar commence dans le plus grand secret. En effet, si un concurrent a vendu du projet, il risque de damer le pion à Six Flags en construisant un Grand 8 encore plus haut et plus rapide. King Dakar se transformerait alors en un gaspillage d'argent monumental, car dans ce domaine, finir deuxième, c'est échouer. Août 2004. Les meilleurs ingénieurs se réunissent sur la côte est des États-Unis pour ériger l'ultime Grand 8. Les ouvriers viennent de commencer le creusement des fondations lorsque la date d'achèvement des travaux est arrêtée, le 23 avril 2005. Ils ont donc moins d'1 an pour terminer le chantier et le compte à rebours a déjà commencé. En cas d'échec, Six Flags perdra une fortune. Vu l'ampleur du projet, on a commencé plus tôt que d'habitude pour ce genre de construction. Une équipe assure la construction de la tour, une autre, celle de la bosse, une 50aine de mètres plus loin. On profite du beau temps pour avancer autant que possible. En novembre, le Grand 8 commence à prendre forme. Le travail se poursuit 7 jours sur 7, y compris pendant les mois d'hiver, jusqu'à ce qu'un orage violent vienne interrompre les travaux. Rares sont ceux à se douter qu'il s'agit d'un mauvais présage et que le pire reste à venir. Les jours passent et fin novembre, les pluies diluviennes qui empêchent les travaux de reprendre ne semblent toujours pas vouloir s'arrêter. La date butoir pour l'ouverture de King Dakar est désormais menacée. Chaque jour, les torrents de pluie emportent des milliers d'euros. L'équipe chargée d'ériger la tour gigantesque n'en est qu'à la moitié de la construction et l'autre doit terminer la bosse de 39 mètres de haut, mais les travaux sont complètement arrêtés.
On a augmenté le rythme pour achever la construction de la tour dès que possible, afin de ne pas avoir à travailler là-haut par des jours comme celui-ci. On ne peut rien faire là-haut à cause de la pluie et du vent. En effet, à une telle altitude, les dangers que représentent ces deux éléments sont amplifiés. Se déplacer sur des poutrelles d'acier mouillé multiplie le risque de glissade et donc de chute. Et il est hors de question d'installer des tronçons de rails en plein vent, car cette opération exige délicatesse et précision. Au sol, le bilan est à peine plus positif. Les pluies torrentielles ont inondé les fondations de la salle des machines qui accueillera le système de lancement du Grand 8, la pièce maîtresse de l'attraction. Et la météo donne du travail en plus à l'équipe qui doit désormais écoper. L'heure tourne et il semble que le trou ne fasse que s'agrandir. Finalement, après une interruption prolongée, les travaux reprennent. Mais il va falloir faire des heures supplémentaires pour rattraper le temps perdu. La nature n'a pas été très gentille avec nous. Elle nous a apporté beaucoup de pluie et de vent. Et hier, du brouillard, qui nous empêchait de voir le sommet de la tour depuis le sol. Le froid n'est pas trop gênant, mais le vent, si. On a pris du retard, mais on fait ce qu'il faut pour le rattraper. Au bout de quelques semaines, leur acharnement s'avère payant. Le circuit de 950 mètres de long prend forme. Ils en ont achevé la moitié et ils s'approchent d'un moment important. La pose de la poutrelle supérieure de la bosse, le deuxième sommet du Grand 8. Cette bosse de 39 mètres de haut doit offrir aux passagers une dernière sensation de airtime, c'est-à-dire les faire décoller de leur siège lors du franchissement de la bosse, avant qu'ils rejoignent le départ. L'achèvement des travaux de la bosse remonte le moral de l'équipe, même si tout le monde sait que la ligne d'arrivée est encore loin, et que dans la brume se cache un défi encore plus impressionnant, l'achèvement de la tour de 139 mètres, la plus haute pour un Grand 8. Pour terminer la construction dans les temps, cette opération doit être effectuée d'ici la fin de l'année 2004. Mais il faut regarder la réalité en face. Noël est dans 20 jours ouvrés. L'équipe sera donc bientôt en vacances. Il reste plus d'une trentaine de mètres à construire. Et à chaque mètre gagné, la tâche devient un peu plus ardue. Par des jours comme celui-ci, ce n'est pas possible de travailler. On va faire notre maximum pour l'offrir à tous en guise de cadeau de Noël, mais ça va être très serré. Puis, au plus mauvais moment, la nature revient leur mettre des bâtons dans les roues, déchaînant une tempête de neige violente. Les températures et le moral de l'équipe s'effondrent. Le thermomètre affiche moins 26 degrés. De plus, le vent trop violent empêche d'utiliser les grues. Une fois de plus, les travaux de la tour sont gelés. Il n'y a plus qu'à attendre une accalmie. Courant décembre, les travaux progressent par à-coups. Dès que la météo le permet, les ouvriers se précipitent sur le chantier pour poser un nouveau tronçon de rail. Jusqu'à ce que le vent se lève à nouveau. C'est un cercle vicieux aussi énervant qu'onéreux. À chaque ralentissement, on perd beaucoup de temps et d'argent. En arrivant à la barre des 120 mètres, ils abordent l'Everest des montagnes russes. Seul le Top Thrill Dragster et ses 128 mètres se dressent encore entre eux et le record du monde. À pareille hauteur, le travail devient acrobatique. Mais à toute chose, malheur est bon. La structure inachevée a réussi à résister aux tempêtes qui se sont déchaînées. Et comme il est situé non loin de la côte atlantique, King Daka doit justement pouvoir résister à des ouragans, soit des vents de plus de 160 km/h. Pour la renforcer, l'armature est munie de passerelles latérales sur toute sa hauteur. Du haut de leur perchoir, situé à 121 mètres, les ouvriers commencent à comprendre l'ampleur du projet. Malgré les retards, ils n'ont plus qu'une dernière marche à franchir. À 2 jours ouvrés de Noël, l'espoir est encore de mise. On devrait couronner la tour durant la dernière semaine de l'année. Une fois le dernier élément boulonné, King Daka
pourra recevoir son titre de plus haut Grand 8 du monde. Mais les réjouissances du Nouvel An n'auront pas lieu. Avec l'arrivée d'un nouveau front froid, les ouvriers rentrent dans leur foyer le cœur lourd. Une seule chose est sûre, respecter la date butoir d'avril pour l'achèvement des travaux ressemble de plus en plus à mission impossible. Progresser du moindre centimètre est difficile. Ça fait un petit moment qu'on essaie de poser le dernier élément. Mais la météo nous a apporté du vent, de la pluie et du brouillard. On a donc eu du mal. Et le couronnement devra attendre la nouvelle année. En revanche, ce sera un grand moment dans l'histoire des parcs d'attractions. Si le dernier segment de rail sort de l'alignement de plus d'1 centimètre d'un côté ou de l'autre, il faudra reconfigurer la tour. Sous les yeux des médias et des amateurs de Grand 8, on va poser la dernière pièce du puzzle, la plus importante. S'emboîtera-t-elle parfaitement? L'avenir des ingénieurs et de King Dakar est en jeu. D'autant que tout le monde a dû faire des heures supplémentaires pour arriver à ce moment, le couronnement de la tour de 139 mètres de haut. Le titre de plus haut Grand 8 du monde est en jeu. Nous sommes mi-janvier 2005. Une série de tempêtes de neige a retardé ce moment de près d'1 mois. Mais les ingénieurs sont déterminés à ce que le grand jour ait lieu aujourd'hui, quel que soit le temps. La foule se réunit de bon matin. Les médias ont été invités en nombre. Les caméras et les yeux se tournent vers le sommet de la mégastructure pour ne rien rater de ce moment historique. Le couronnement de King Dakar, roi des Grands 8. Malheureusement, le brouillard cerne petit à petit le sommet de la tour. L'équipe n'arrive pas à croire que la malchance s'acharne ainsi. L'opération est délicate et le grutier a besoin d'une visibilité excellente. Les ingénieurs vont-ils devoir renvoyer tout le monde à la maison et fixer une autre date pour la cérémonie? Non. Ils décident de tenter l'opération en espérant que le brouillard se lèvera suffisamment longtemps pour fixer le dernier tronçon. Les ouvriers chargés du levage se concentrent sur ce qu'ils appellent le pic. Ils doivent faire monter le dernier élément de rail suivant un angle et un niveau bien précis. L'ascension est longue et la chorégraphie doit être parfaite. En positionnant la voûte, on va peut-être devoir repousser les 2 montants pour glisser le dernier tronçon entre eux. Ça peut aller très vite, comme ça peut prendre 1 heure ou 2 en fonction de la difficulté à placer ce dernier élément. Mais au moment opportun, le brouillard se dissipe. On discerne alors parfaitement le sommet de la tour, haute comme 45 étages. C'est l'heure du décollage. Tout le monde retient son souffle. L'alignement doit être exact. La marge d'erreur n'est que de quelques centimètres. On approche, on approche. Contact, contact. Eagle à Aluni. Voilà, c'est fait. Après les retards dus à la météo, la tour est enfin achevée. C'est une journée historique pour les ingénieurs et pour l'équipe de Six Flags. Ils ont soulevé le tronçon, ils l'ont mis en place et arrimé très vite. Bien plus vite que ce que je pensais. Mais il faudra attendre pour fêter l'événement. L'ouverture est prévue dans seulement 3 mois. L'équipe met donc les bouchées doubles pour achever les rails afin de commencer les essais.
Mais la poisse a tôt fait de les rattraper. Leur ennemi public numéro 1 est de retour. Une tempête dévastatrice se met à souffler, noyant le chantier sous plus de 50 cm de neige. Au lieu de s'occuper d'aménagement, les ouvriers s'occupent de déneigement. Encore une journée de perdu. Mais si les travaux sur les rails avancent très lentement, de bonnes nouvelles arrivent de la base de la tour. À l'intérieur de la salle des machines, les éléments du système de lancement sont arrivés à la date prévue. C'est une sorte de Noël à retardement pour les mécaniciens qui entament aussitôt l'assemblage de la catapulte hydraulique la plus puissante de l'histoire des Grands 8. Construire les montagnes russes les plus hautes du monde est un véritable défi. Mais la vraie difficulté, c'est de battre le record de vitesse. Passer de 0 à 206 km/h en 3 secondes et demie est une gageure. La puissance nécessaire va être fournie par un système hydraulique plus imposant que tous ses prédécesseurs dans le monde des Grands 8. 12 500 chevaux par poussée, soit plus de 12 fois la puissance d'une Formule 1. Le système de lancement est une catapulte des temps modernes. Voici comment elle fonctionne. Au départ, le train de wagon est arrimé sur la navette rouge qui glisse entre les rails grâce à un câble lui-même actionné par l'énergie hydraulique. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton de tir, il est trop tard pour faire machine arrière. L'énergie hydraulique entre en action. Plus de 18 900 litres de liquide hydraulique circulent dans un ensemble de moteurs qui actionne un tambour géant autour duquel le câble s'enroule rapidement afin de propulser le train sur les rails jusqu'en haut de la tour. Les ingénieurs comparent ce système hydraulique à un jouet, le canon à eau. Je le considère comme le plus gros canon à eau du monde. Sur un super canon, on actionne un levier qui remplit un réservoir d'air qui est alors comprimé et quand on appuie sur le bouton, l'air expulse l'eau. Pour la bagatelle de 4 200 000 €, c'est sûrement le joujou de ce genre le plus cher du monde. Au bout de quelques semaines de bricolage, le système de lancement ressemble à une araignée géante. Des tuyaux énormes relient le tambour et les moteurs au réservoir de liquide hydraulique. Le travail progresse lentement. Mais si tous les branchements ne sont pas bien effectués du premier coup, il faudra tout démonter et recommencer. On attend toujours la livraison de l'élément le plus important du système, les accumulateurs qui vont faire circuler le liquide hydraulique dans les moteurs. Ils feront office de turbo et ils vont permettre au train d'accélérer pour atteindre une vitesse record. Les accumulateurs sont vraiment le cœur de l'attraction. Le cœur fait circuler le sang dans le corps, les accumulateurs, eux, font circuler le liquide dans les moteurs pour le catapultage. Les mécaniciens commencent à s'inquiéter. Les pièces auraient dû arriver depuis 2 jours déjà. Mais les camions sont eux aussi bloqués par des chutes de neige importantes. Mais le 3e jour, la chance leur sourit enfin. Les poids lourds livrent les accumulateurs. Le système hydraulique va recevoir une bonne dose de vitamines. Mais il faut d'abord faire entrer le matériel dans la salle des machines. Chacun des 4 accumulateurs pesant plus de 18 tonnes, il faut les décharger à l'aide d'une grue. Le moindre faux mouvement, la moindre rupture de câble risque d'endommager le matériel. Et cela porterait le coup de grâce à King Dakar. En effet, il faut 1 an pour fabriquer ces accumulateurs. Il n'y en a pas de rechange. La manutention prend 1 journée, mais finalement, les accumulateurs sont installés. Et le compte à rebours avant l'ouverture des montagnes russes les plus puissantes du monde continue.
Je n'avais jamais travaillé sur un tel système hydraulique. Ce sera donc une première. Afin d'exploiter la moindre parcelle d'accélération, ces hommes doivent s'assurer que chaque composant de la catapulte, des rails et des voitures peut supporter les contraintes. Car chaque pièce a un point de rupture, un facteur susceptible de se rappeler aux mauvais souvenirs des ingénieurs au moment où ils s'y attendront le moins. Une fois les accumulateurs en place, tout est prêt pour la phase suivante, les essais de catapultage. Car la construction, c'est bien. Mais encore faut-il qu'elle marche. Le Grand 8 le plus haut et le plus rapide du monde franchira-t-il cette dernière étape? « 15 février 2005. Malgré un hiver qui restera dans les annales comme un des plus rigoureux de la côte est des États-Unis, le personnel participant à la construction de King Dakar a tenu son pari. Mais ces problèmes se payent au prix fort. Le budget est largement dépassé et le chantier compte plusieurs semaines de retard. Quant au jour de l'ouverture, le 23 avril, il approche à grands pas. À ce stade, le projet compte un peu de retard par rapport à mes prévisions. Mais nous travaillons d'arrache-pied pour essayer de nous remettre sur les rails. Justement, puisqu'on parle de rails, il est temps d'y installer les voitures. Au fur et à mesure que les grues installent chacune d'elles, les manutentionnaires guident leurs roues sur les rails d'acier. Les ouvriers doivent poncer les rails pour que le train puisse circuler dessus. Chaque roue doit s'adapter parfaitement pour tourner sur le rail. On enchaîne rapidement avec la phase suivante, l'installation de 473 freins magnétiques le long du tracé. Car quand on dépasse les 200 km/h, on a besoin d'un moyen efficace de contrôler la vitesse. À tous les niveaux de la structure, chaque jointure et chaque traverse doit être parfaitement emboîtée. Et chaque centimètre de rail soigneusement inspecté pour s'assurer qu'il y a de la marge des deux côtés, afin que le train et ses passagers circulent sans risque. Les ingénieurs préparent l'essai de vérification de bon fonctionnement. Ils construisent une maquette en bois aux dimensions exactes d'un wagon dont les passagers circuleraient les bras dépliés. Ensuite, il faut la déplacer manuellement sur tout le tracé. Vérifier le débattement au niveau des rails sur les parties basses du circuit est simple. Mais sur la tour de 139 mètres de haut, c'est une autre histoire. C'est donc le moment idéal pour une approche qui n'a encore jamais été tentée. Vous montez? Oui, et on fera descendre la structure. C'est parti. Fais-nous descendre. La grue hisse les ingénieurs et la maquette au sommet de la tour. Les hommes doivent s'assurer et se déplacer avec précaution. Car ils travaillent à 139 mètres du sol, sans aucun filet de sécurité. Un faux mouvement, un faux pas, et c'est le drame. On va rester un peu ici. C'est bon? Elle est autonome? Jusqu'ici, ça va. Mais quelques minutes après le début des essais, les problèmes commencent. Alors, le débattement? Un gros centimètre. Un seul? 1 centimètre 8. L'armature en contreplaqué qui représente le bras d'un passager dépasse la limite de 2 cm au sommet de la tour. À peu près 5 centimètres. Mais 1 ou 2 cm,
C'est une différence suffisante pour peut-être devoir reconstruire cette portion du circuit. 5 au-dessus, mais pas sur le côté. Après une deuxième prise de mesure, il s'avère que le bras de contreplaqué est plus long de quelques centimètres que les normes de sécurité. En résumé, c'est une fausse alerte, mais ce retard va à nouveau coûter très cher. Et s'ils ne terminent pas leurs essais avant la tombée de la nuit, il faudra tout recommencer le lendemain. Cependant, une dizaine d'heures plus tard, dans la pénombre grandissante, nos ingénieurs retrouvent le plancher des vaches et le circuit répond aux normes. Beau boulot. Les petits essais et les grands comme celui-ci nous rapprochent de l'ouverture. Après vérification des systèmes informatiques, le train peut s'élancer. Vous allez d'abord le voir reculer un peu. Et une fois en place, on le fera partir. Les ingénieurs attendent ce jour depuis plus d'1 an. Et l'heure est venue de voir si leurs efforts vont être récompensés. Il y a toujours un peu d'appréhension jusqu'à ce que le premier train complète son premier tour pour s'assurer que tout va bien. Ce premier catapultage est effectué de nuit pour ne pas interrompre les travaux aux alentours de l'attraction. On propulse d'abord le train à basse vitesse pour monter petit à petit jusqu'à 206 km/h. Et à 3 heures du matin, tout est prêt pour l'essai à pleine vitesse. Ce sera une réussite remarquable si le train arrive à franchir le sommet de la tour dès la première tentative. Il faut bouger la navette d'avant en arrière pour passer en position automatique. Nouveau problème. À pleine vitesse, le train n'atteint pas le sommet de la tour. On refait donc les calculs, on revérifie les paramètres de catapultage et on recommence. Tous planchent toute la nuit, et alors que le soleil s'apprête à se lever, ils pensent avoir trouvé la solution. Attention, prêt. On y va. Allez, passe. Ah, je ne crois pas. Il est monté jusque-là, mais il n'est pas passé. Il se fiche de nous, là. Les ingénieurs rajoutent un peu de puissance, relancent l'ordinateur et préparent le train pour un dernier essai. S'il ne passe pas cette fois-ci, ça pourrait vouloir dire qu'il y a un problème au niveau du système hydraulique. Allez, Michael, tu vas y arriver. Dégagez la voie. Ouais, magnifique. Le train ayant enfin franchi la tour, il faut passer à l'étape suivante. Propulser un train rempli de mannequins. Il faut aussi lancer le train rempli. Les mannequins de plastique sont lestés d'eau pour atteindre le poids moyen de 18 passagers. Mais le système hydraulique a déjà eu du mal à propulser le train vide jusqu'au sommet de la tour. Il faut donc rajouter encore de la puissance pour réussir le franchissement avec une charge plus importante. Ça va-t-il suffire? Pleine puissance avant. Encore manqué. Il faut reconfigurer la puissance et recommencer.
le Grand 8 est sur la mauvaise pente. Apparemment, l'hydraulique fonctionne. Soupçonnant que le problème se situe au niveau de la navette, les ingénieurs décident d'arrêter les frais. Et le lendemain, ils font venir le spécialiste. Joe, la navette ne revient pas. Je ne sais pas si elle est en manuel. Quelques heures plus tard, les essais reprennent. On est prêt à lancer, et vous? Nous aussi. C'est l'ultime effort. En cas d'échec, il va falloir remplacer la navette, ce qui compromettra toute la saison 2005. Cette fois, tout se déroule comme prévu. Après plus d'1 an d'études et de construction, les montagnes russes ont l'air de fonctionner correctement. Mais la satisfaction est de courte durée. Après des essais répétés, une inspection montre que le câble de la catapulte est déjà usé. Les ingénieurs doivent donc interrompre les séances d'essais moins de 2 semaines avant l'ouverture du parc. Après tous les efforts fournis, l'équipe commence à perdre patience. Si les voyants ne passent pas au vert, on va chercher pourquoi. L'ouverture au public de King Dakar est repoussée de près d'1 mois. Mais c'est le cadet des soucis des ingénieurs, car s'ils ne trouvent pas la solution au problème très rapidement, il n'y aura peut-être pas d'ouverture du tout. C'est toute la saison d'été qui est en jeu. « 23 avril 2005. C'est ce jour-là que King Dakar aurait dû être ouvert au public. Mais victime d'ennuis à répétition, il est dans l'impasse. En effet, les ingénieurs n'arrivent pas à résoudre le problème posé par le câble et son mécanisme complexe. Or, c'est lui qui doit propulser les passagers à 206 km/h par-dessus la tour de 139 mètres de haut. Nuit après nuit, on multiplie les tests avec des trains à vide et des trains chargés pour trouver une solution. On a des problèmes de tension. Or, on doit conserver une tension de câble adéquate. C'est pourquoi on décide de remplacer le câble de la catapulte. Et la nuit suivante, on actionne le système de lancement hydraulique le plus puissant jamais installé sur un Grand 8 en croisant les doigts. S'ils arrivent à résoudre le problème, ces ingénieurs qui ont bâti King Dakar seront les premiers à essayer le Grand 8. Mais pour l'heure, les seuls passagers autorisés à monter sont les mannequins de plastique. Ce sont des passagers fantastiques. Ils ne se plaignent jamais, ils sont calmes. Des fois, on aurait voulu qu'ils nous parlent un peu, mais au moins, on n'a pas eu de mauvaise surprise. Et leur tour de piste se déroule sans anicroche. Les ingénieurs font ensuite les essais à pleine capacité, c'est-à-dire qu'ils font circuler plusieurs trains les uns à la suite des autres, en espérant qu'il n'y aura pas de problème de câble. On doit continuer à faire des essais en boucle pour se débarrasser de ce qu'on appelle des nuisances, afin que le Grand 8 fonctionne correctement lors de l'ouverture au public. On teste l'ensemble des appareils de sécurité pour vérifier que nous pouvons surveiller tous les paramètres que nous avons besoin de gérer et nous assurer que tout fonctionne. Après cette étape, viendra la vérification du système, puis on pourra faire monter des gens. On y arrive. On voit le bout du tunnel. 4 semaines et environ 600 heures d'essais plus tard, King Dakar reçoit le feu vert. Malgré ce mois de retard, il reste une véritable prouesse d'ingénierie. 10 mois après avoir commencé à sortir de terre, le roi des montagnes russes est fin prêt à accueillir ses premiers vrais passagers, ses créateurs.
Même pour ceux qui ont assemblé ce géant de métal, être les premiers à s'élancer à la conquête de King Dakar a de quoi impressionner. On a tout revu 2 fois, on a revérifié, tout est prêt. On risque de prendre un coup de vieux. Premier tour. Après des mois à courir après les délais et plusieurs nuits blanches, ces 4 hommes vont entrer dans l'histoire. On va passer en bas, tout là-haut, en bas ici et là-haut en un clin d'œil. Ça y est, on a réussi. Le catapultage, de 0 à 206 km/h en 3 secondes et demie. La montée au sommet de la tour, 139 mètres de haut. Et la chute, 127 mètres à la verticale. En 50 petites secondes, 3 records pulvérisés. Mais ces 50 secondes seront les plus folles de votre vie. King Dakar vient de s'adjuger le titre de plus grand 8, le plus haut et le plus rapide de la planète. Ça valait le coup d'attendre. 50 secondes de bonheur après un an de dur labeur. Fantastique. L'accélération paraît sans fin. Et on monte, on monte. T'essayes d'ouvrir la bouche pour parler et ça te colle en arrière. Le mieux, c'est quand on est en haut et qu'on descend la chute en spirale. Regardez cette vue. On tient bien, les freins sont bloqués. On est à ça de la piste. Et on hurle. C'est un grand jour pour les ingénieurs et pour l'histoire des montagnes russes. Même si l'ascension n'a pas été sans mal. Je me doutais que ça serait un vrai défi. Il a fallu travailler énormément, mais c'est gratifiant. Ça a été à la hauteur de ce que j'attendais d'un projet aussi ambitieux. Commencez le compte à rebours avec moi pour l'ouverture des montagnes russes les plus hautes et les plus rapides du monde, King Dakar. King Dakar a ouvert ses portes au public une semaine après. Et les fanas des montagnes russes ont accouru du monde entier pour être les premiers à découvrir le grand 8 de tous les records. Génial, mec, génial! Mais l'heure de gloire de King Dakar est de courte durée. Quelques semaines après une ouverture en fanfare, il s'arrête dans un couinement assourdissant. Selon le parc d'attractions, un boulon des rails s'est desserré lors des essais à vide, ce qui a arraché un morceau de la protection en plastique et endommagé les freins du train. Pendant près de 2 mois, l'ensemble du périmètre autour de King Dakar est interdit au public. Le train est à l'arrêt et la rumeur parle d'une fermeture définitive du Grand 8. Les montagnes russes les plus hautes du monde rouvriront-elles? Début août, King Dakar est réparé. Les ingénieurs ont fait poser des boulons plus grands, spécialement conçus, afin d'empêcher la protection à l'intérieur de la piste de se détacher. Cette fois, pas d'ouverture en fanfare. Juste un gros soupir de soulagement. L'équipe de construction de King Dakar a appris une dure leçon. Devenir le meilleur n'est jamais chose facile. Reste maintenant à savoir combien de temps le règne de King Dakar va durer. Je serais très heureux qu'il conserve ces 2 records pendant longtemps. Mais il y a toujours quelqu'un pour vous détrôner. Et si c'est le cas, on en fera un encore plus haut.
Il y a quelques années seulement, 160 km/h et 121 mètres de haut semblaient relever de la folie douce. Mais avec la construction de cette méga structure, il ne fait aucun doute que quelqu'un étudie déjà les plans d'un Grand 8 encore plus audacieux. Car dans la guerre des parcs d'attractions, on ne va jamais ni assez haut, ni assez vite. Mais pour l'heure, King Dakar est le nouveau roi de la colline.